Ce 14 mars, si tout va bien, SpaceX devrait lancer une nouvelle fois le duo Starship Super Heavy pour un troisième vol d'essai qui devrait grandement contraster avec les vols précédents. Entre des essais de technologie pour le Starship lunaire, une presque orbite visée, la correction des problèmes ayant mené à la perte des deux véhicules lors du vol précédent, et encore bien d'autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle génération de véhicules s'avère passionnante et que ce troisième vol s'annonce plein de nouveautés et d'étapes importantes à suivre. Aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur l'essentiel de tous ces points et leur importance, les raisons des explosions du précédent vol et tout l'essentiel à savoir pour ce troisième vol. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, afin de ne rien rater du Starship et du spatial en général. Enfin, si vous désirez soutenir la chaîne sans frais, vous pouvez aussi aller faire un tour chez Astroshop en passant par le lien en description. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose d'abord de revenir rapidement sur le vol précédent afin de mieux comprendre la situation actuelle et les évolutions. Les objectifs principaux étaient de faire monter le Starship sur une trajectoire qualifiable de balistique, aux environs de 250 km d'altitude maximum, lui faisant ainsi largement atteindre l'espace, réaliser presque un tour complet de la Terre et finir par se poser au large des côtes d'Hawaï. Mais même si ce vol montrait une très belle amélioration des performances par rapport au premier vol, tout n'allait pas non plus se passer à merveille. Malheureusement, vers 3 minutes 21 après le lancement et quelques instants après la séparation des deux véhicules, le booster de Starship Super Heavy allait subir un désassemblage rapide et imprévu. Une explication jusqu'ici favorisée était que, lors du retournement assez rapide du véhicule, des mouvements importants de son carburant auraient heurté les parois du réservoir, menant ultimement à de lourds dommages et à son autodestruction. Eh bien, on en sait désormais un peu plus. Mais, pour comprendre les raisons de l'explosion, il faut un peu creuser le fonctionnement du booster. Pour le résumer, les moteurs Raptor qui équipent Starship et Super Heavy brûlent un mélange de méthane et d'oxygène liquide. Stocké à l'état liquide dans les réservoirs des véhicules, le carburant n'est pas non plus envoyé n'importe comment avant d'être mélangé et brûlé dans les moteurs. Il est d'abord filtré, permettant de se débarrasser d'éventuelles formations de glace de méthane ou d'oxygène, et de s'assurer que le carburant qui arrive au moteur est le carburant le plus approprié possible. Alors là aussi, je vous la fais courte, mais si le mélange que brûle un moteur est mal équilibré, les conséquences peuvent aller de la simple perte de poussée relativement négligeable, même si toujours négative bien évidemment, à l'explosion de ce dernier, le tout en passant par l'étape où il se consume lui-même, ce qui était d'ailleurs la cause de la flamme verte lors des vols des premiers prototypes. Sauf que, lors de ce retournement, que ça a été par des débris de Super Heavy endommagés par le mouvement de carburant ou d'autres, le système de filtrage s'est retrouvé bloqué, diminuant ainsi le flux d'oxygène liquide, menant à l'explosion d'un moteur et puis au final à l'activation du système d'autodestruction. Mais alors que Super Heavy allait être perdu, Starship allait encore continuer de se propulser et de monter. Sauf que vers 7 minutes après le lancement, les choses se gâtent. Et là, il faut encore une petite parenthèse. En fait, pour simuler le transport d'une charge utile, SpaceX avait chargé Starship avec un excédent d'oxygène liquide, et une fois dans l'espace, l'objectif était de ventiler cet excédent à travers des orifices dédiés. En fait, ils sont surtout là pour ventiler l'excédent de carburant lorsque celui-ci est trop réchauffé et ne peut plus être brûlé, ou permettre à l'avenir de fournir une légère poussée pour plaquer le carburant au fond des réservoirs lorsque le véhicule est en apesanteur, car oui, en apesanteur, le carburant liquide d'un lanceur ou de n'importe quel véhicule forme des bulles et il faut le replaquer avec une très légère poussée pour pouvoir s'en servir, mais je digresse un peu. D'ailleurs ici, vous voyez les images d'un réservoir de Falcon 9 en apesanteur, mais bref. C'est une simple fuite d'oxygène lors de cette ventilation qui mènera des départs de feu à la perte des communications, l'arrêt des moteurs et ultimement l'autodestruction du Starship qui mènera évidemment à sa perte. Dans ce contexte, ce sont en tout plus de 30 corrections qui ont été apportées au Starship et à Super Heavy. Bien trop pour tout résumer, malheureusement, il s'agit souvent de corrections mineures qui viennent s'ajouter aux éléments nouveaux que chaque nouvelle génération de Starship apporte. Modification des orifices de ventilation pour les rendre plus efficaces et mieux plaquer le carburant au fond des réservoirs, amélioration des systèmes anti-incendie et encore bien d'autres. Vous l'aurez compris, ce véhicule est tout sauf une copie du précédent.
Néanmoins, un changement majeur apporté par la nouvelle génération que signe le Starship 28, c'est le prototype qui volera pour ce troisième vol, c'est le changement des systèmes contrôlant l'orientation des moteurs Raptor d'hydraulique vers électrique. Cela devrait d'une part réduire les risques d'incendie, mais aussi et surtout réduire le poids du véhicule tout en réduisant l'entretien requis une fois le Starship réutilisable, et c'est d'ailleurs la même chose pour Super Heavy. Viennent encore s'ajouter à ça différentes modifications sur les véhicules, toujours dans l'optique d'augmenter à la fois la fiabilité et les performances du duo. Mais bref, si tout se passe bien, ce vol devrait aussi être grandement différent du second vol. En effet, déjà, Starship ne visera désormais plus le large d'Hawaï pour s'écraser en mer après une réentrée atmosphérique, on l'espère réussie, mais plutôt l'océan Indien. Moins risqué en cas d'incident, ce changement de zone d'atterrissage joue aussi un autre rôle. Elle permettra pour la première fois de manœuvrer Starship dans l'espace, manœuvre qui n'a encore jamais été tentée, et qui se fera sous la forme d'une mise à feu des moteurs Raptor, mise à feu qui a d'ailleurs été précédée de plusieurs essais statiques sur Terre avec un seul moteur Raptor. Et pour ces manœuvres, Starship devrait normalement utiliser les réservoirs situés au niveau de son nez, et les comportements du carburant dans ces réservoirs, dans ces conditions, restent encore à tester dans l'espace. Mais ce sera aussi loin d'être la seule étape importante à suivre. Car une fois sur sa quasi-orbite, la première étape importante à surveiller sera l'ouverture puis la fermeture de la porte de la coiffe du Starship, porte de coiffe qui à l'avenir sera cruciale pour permettre le déploiement des satellites Starlink V2. Peu après, Starship réalisera aussi un essai de transfert de carburant entre deux réservoirs, le tout avec des technologies pensées et développées pour permettre au Starship d'effectuer des ravitaillements en orbite. Cette partie du programme, vous le savez peut-être déjà, sera cruciale pour permettre au Starship lunaire de rejoindre notre satellite, et SpaceX a de grandes avancées à réaliser dans le domaine encore peu développé du ravitaillement en orbite, qui n'a jamais été réalisé à de telles échelles. Et entre ça et le retour dans le golfe du Mexique de Super Heavy quelques minutes après le lancement, Super Heavy qui devra prouver sa capacité à atterrir de façon contrôlée avant d'envisager un retour au pas de tir à l'avenir, le baptême du feu du Starship qui devra survivre à une réentrée atmosphérique et encore bien d'autres, le moins que l'on puisse dire, c'est que les objectifs que le véhicule devra atteindre sont nombreux, très nombreux. Et même si tous ne sont pas atteints et que seulement une partie est accomplie, il serait probablement temps pour SpaceX de réaliser le vol du Starship complet sans échec, car même si l'entreprise progresse assez vite ces derniers temps, entre le calendrier d'Artemis qui devrait être un minimum respecté, le besoin de déployer les Starlink V2 et de passer à la partie opérationnelle du Starship, eh bien le chemin est long et même si l'entreprise peut encore probablement se permettre beaucoup d'erreurs et de feux d'artifice, eh bien voir SpaceX réussir à aller de plus en plus loin ne sera pas non plus de refus, ni pour l'entreprise, ni pour le public. Même si encore une fois il faut rappeler qu'on en est encore au développement du véhicule et que les marges sont plus que larges. Mais tout ça, j'en reparlerai encore lors du bilan du troisième vol. Et bien sûr, en direct lors du lancement. Je vous mets d'ailleurs le lien du direct dans la description, n'hésitez pas à aller activer un rappel afin de ne pas le manquer. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, probablement le débrief du lancement jeudi à 19 h, en direct jeudi à 12 h 30, et bien sûr tout ceci est valable sauf en cas de changement majeur dans le programme de SpaceX. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.